Le message principal, c'est, outre de vous souhaiter la bienvenue, c'est de remercier l'équipe du Centre d'Alembert en général, et plus particulièrement les organisateurs du colloque. J'imagine que c'est un message qui est répété chaque année après année, mais qui reste toujours aussi vrai, parce que, à titre personnel, je suis vraiment impressionné par la diversité des sujets et puis à chaque fois leur grand intérêt. Et le sujet de cette année me semble particulièrement bien choisi. J'ai été amusé par la référence au lapin d'Alice au Pays des Merveilles, qui montre que finalement c'est un sujet qui tracassait déjà les académiques il y a un certain temps. Donc ce n'est pas vraiment un sujet récent, ça ne date pas de l'invention de l'ANR. Enfin, voilà. Peut-être juste pour rajouter une petite minute sur le temps comme ça. Moi, mon domaine, c'est la physique des particules. Ça a été mon domaine de recherche. Et en 1989, j'ai participé à un colloque qui réfléchissait à la prochaine expérience dans laquelle je voulais m'investir. À l'époque, c'était les grandes manifs du CERN, et le directeur du CERN a dit « Oh là, prochaine génération, on va faire un gros effort, on va aller vite, il y a la concurrence internationale, et promis, on vous met à la disposition tout ce qu'il faut pour 1997, c'est-à-dire 8 années plus tard. » Et on a dit « Voilà, c'est ambitieux, on se met au travail, 8 années pour préparer une manip, et puis on fait un effort et on sera prêt. » La manip en question a en réalité pris ses premières données en 2010. Donc ça faisait effectivement 21 ans après le fameux colloque. Donc j'ai parmi mes collègues ici sur le campus des gens qui, depuis 30 ans, travaillent sur ce sujet. C'est-à-dire pendant 15 ans, on réfléchit à la manière de le découvrir, l'ont découvert et ont encore 15 ans devant eux pour l'étudier dans le détail. Donc, de nouveau, la question de prendre son temps, dans certains domaines, c'est vraiment prendre son temps. Mais le paradoxe, c'est qu'en même temps, ce domaine de recherche qui est très fondamental, donc on n'est pas pressé par des collaborateurs industriels ou des choses comme ça, pas de la même façon que dans d'autres domaines. Mais dans le même temps, c'est un domaine dans lequel les gens sont soumis à beaucoup de stress en termes de calendrier et de livrables, non pas par des interventions extérieures, mais simplement du fait du travail collaboratif, c'est-à-dire le fait de se mettre ensemble à un grand nombre de chercheurs pour travailler dans un but commun, ça impose très naturellement des contraintes qu'on accepte, qui font que quand on porte une responsabilité vis-à-vis d'un groupe relativement important, il faut se débrouiller pour être à l'heure, et qu'on veut prétendre appartenir de façon honorable à une communauté, et grosso modo, on a besoin d'assurer ses engagements vis-à-vis de la communauté, et ça, c'est extrêmement contraignant d'un point de vue temporel, à la fois pour ce qui est d'amener ce qu'il faut en temps et en heure, et puis également, juste comme ça, quand dans une manip qui prend des données qui intéressent des centaines de chercheurs, tout d'un coup, il y a un détecteur qui, à 3 heures du matin, rend l'âme ou tombe en panne, la personne qui en est responsable, 100 personnes sur le dos qui disent « Et alors, quand est-ce que c'est réparé ?» Donc, je nous souhaite que le colloque soit intéressant et fructueux. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que ce sera intéressant et fructueux. Et je remercie encore les organisateurs pour avoir vraiment mis sur pied cette manifestation. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir sur le site de la Faculté des Sciences d'Orsay pour cette édition 2017 du colloque sur le temps qui nous est compté pour cette année. Alors, donc moi je suis informaticienne et il y a une grosse partie de l'informatique qui consiste à trouver des méthodes pour réaliser des tâches et surtout à s'interroger sur combien de temps ça va prendre, combien de temps dans le cas le pire, combien de temps
au mieux et combien de temps en moyenne. Et donc, un petit exemple que j'aime bien donner, si vous prenez un problème très courant qui est de trier des objets, les méthodes qu'on utilise habituellement sans trop réfléchir, elles sont en quadratique, en n carré par rapport au nombre de données à trier, puis les méthodes optimales, elles sont en n log n. Et alors, si vous prenez l'exemple de votre paquet de copies, là, 100 copies, si vous faut à peu près 1 seconde pour faire une comparaison entre 2 noms, par exemple, et puis bouger vos copies, si vous prenez une méthode naïve, il vous faut 2h30, enfin, il faut même plus de 2h30. Si vous prenez la méthode optimale, avec des techniques un peu plus compliquées, il faut moins d'1 quart d'heure. Donc, ça relativise les choses. Et les informaticiens ont comme ça un peu disons, l'illusion de pouvoir maîtriser le temps, même si en fait, ils maîtrisent au mieux le temps des machines et rarement leur propre temps. Vous savez que là, plutôt avec la casquette de doyenne, les projets informatiques prennent souvent au moins autant de retard que les projets immobiliers. Donc, on n'est pas toujours si efficace. Alors, la question l'informatique, elle nous dit aussi des choses sur les organisations. Donc, il y a des domaines qui est comment je fais calculer quand j'ai plein de processeurs. En fait, c'est pas si facile que ça, parce que c'est pas parce qu'on multiplie le nombre de processeurs qu'on va aller plus vite, parce qu'il faut le temps de la synchronisation, le temps de la communication. Plus les risques de défaillance sont importants, et tout ça, ça prend en compte, et donc c'est encore plus compliqué à organiser, et finalement, on ne gagne pas tant de temps que ça, parfois au contraire. Donc, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de l'informatique pour avoir cette intuition-là dans nos organisations actuelles, mais en tout cas, l'informatique nous permet de renforcer et d'expérimenter sur ce genre de problème, éventuellement d'apporter des solutions. Alors, en tant que doyen aussi, le temps, ça me fait penser à quoi? Au temps de travail. Alors, on a un statut d'enseignant-chercheur un peu bizarre, où notre décompte du temps de travail, c'est l'heure équivalent TD, et l'heure équivalent TD, c'est une approximation de 4 heures de temps de travail. On sait tous que ça, c'est complètement virtuel et que ça reflète des réalités très, très différentes, et ça rend pour nous la difficulté de pouvoir justement mesurer correctement notre temps de travail, et ça a la conséquence que le grand public pense qu'on travaille que 10 heures par semaine et que ça entretient un certain nombre de quiproquos dans la perception de notre travail. Voilà, alors on peut parler aussi donc des examens, un temps très chronométré par rapport au temps de la thèse, qui est un temps qui s'étire. Et moi, je me souviens, en étant doctorante, parfois j'avais des regrets de la facilité finalement d'un temps d'examen où on sait au moins quand ça va être fini, ce qui fait penser que parfois les deadlines, ça n'a pas que des inconvénients. Alors évidemment, le temps de la thèse qui s'étire, parce que c'est le temps de la recherche académique qui est forcément, lui, doit prendre son temps, de certaine manière, comme Étienne l'a rappelé, le temps de la maturation, le temps que les développements technologiques soient à la hauteur des idées, ce qui est particulièrement vrai en informatique, le temps de se tromper, le temps des hasards, et donc tout ça. Ce sont de nombreuses pistes de réflexion qui seront abordées durant cette journée par des spécialistes. Et donc, je vais conclure en remerciant toutes les personnes qui donnent de leur temps pour que cet événement ait lieu, donc le comité d'organisation et tout particulièrement Annie Jacques, la directrice du centre, et puis bien sûr les orateurs pour la richesse de leur contribution. Voilà, donc merci à tous d'être présents, et je vais laisser la parole à Stefano Bosi, donc le directeur de la Maison des sciences de l'homme de Paris-Saclay. Je vous souhaite à tous donc une excellente journée. Oui, donc d'habitude, on a toujours évidemment la présidence de l'université et le doyen ou la doyenne. Alors, je ne sais pas, t'aimes pas qu'on dise doyenne ou il y a toujours donc de la faculté des sciences d'Orsay qui sont là pour introduire notre colloque. Et cette année, nous avons une nouveauté. C'est donc la présence, Stefano va nous en dire un mot, qui n'était pas là avant parce qu'elle n'existait pas, de la nouvelle Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay, qui a été créée très récemment et qui donc maintenant s'associe aux travaux du Centre d'Alembert, le Centre d'Alembert étant lui-même associé à ce projet de MSH. Voilà. Donc,
Je tiens à remercier les organisateurs de cette belle initiative et Annick en particulier. Le centre d'Alembert, donc, c'est un centre qui est censé catalyser et promouvoir l'interdisciplinarité entre les différentes disciplines. Et la Maison des sciences de l'homme est une unité de services et de recherche qui a comme tutelle les CNRS, l'Université de Paris-Sud, l'Université de Versailles-Saint-Quentin et l'École normale Paris-Saclay. Dans l'orientation actuelle de la Maison des sciences de l'homme, l'objectif principal est aussi promouvoir l'interdisciplinarité. Alors, historiquement, les maisons des sciences de l'homme ont été créées aux années 60, aider et catalyser l'interdisciplinarité entre les sciences humaines et sociales. Il y avait bien évidemment la tradition de l'école des annales et un certain rayonnement de la France grâce à l'interdisciplinarité entre les SHS. L'idée de la Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay est de promouvoir aussi l'interaction entre les sciences humaines et sociales et les autres sciences. Donc, quand j'ai pris les manettes, donc j'étais nommé directeur de la Maison des sciences de l'homme au mois d'août, je me suis intéressé aux réalités existantes dans les périmètres Paris-Saclay. Et bien évidemment, il y avait les centres d'Alembert avec une activité importante, avec des séminaires prestigieux. Et dans la charte du centre, vraiment l'objectif principal était celui de porter l'interdisciplinarité. Donc, bien évidemment, les centres d'Alembert ne se limitent pas à l'interdisciplinarité entre les SHS et les autres sciences. C'est une interdisciplinarité tout azimut, mais il y avait vraiment une occasion, une possibilité de collaborer, et c'est à partir de là qu'on a développé une coopération qui sera, selon moi, absolument fructueuse dans le futur. Alors maintenant, si on regarde donc l'articulation entre sciences humaines et sociales et les autres sciences, ce colloque est un exemple majeur de comment les choses peuvent être faites. Alors, les difficultés et les opportunités, quand on a apporté l'interdisciplinarité avec les SHS, il faudrait partir des questions qui sont intrinsèquement interdisciplinaires. Alors, j'entends quoi par interdisciplinarité? Il faut poser des questions qui ne peuvent pas être résolues sans la contribution de deux ou plusieurs disciplines. C'est un concept différent de la multidisciplinarité, c'est-à-dire de la juxtaposition des regards des disciplines différentes sur un même objet d'étude. Par exemple, prenez le travail, il peut y avoir un point de vue de l'économiste, un point de vue du sociologue. Si par contre vous étudiez, par exemple, la linguistique avec les techniques de la phylogénétique, là vous attaquez à des problèmes intrinsèquement interdisciplinaires. Donc ça, c'est l'ambition ultime, c'est difficile, hein, c'est un défi intellectuel, et j'espère que les centres d'Alembert, d'une part, et la Maison des sciences de l'homme, d'autre part, en travaillant main dans la main, puissent susciter de vraies questions interdisciplinaires, surtout avec les SHS. Et nous, on est preneurs, c'est une communauté très importante sur Paris-Saclay. On pense Paris-Saclay comme les lieux de sciences dures. N'oubliez pas qu'il y a à peu près 1200 permanents dans 37 labos SHS et une quinzaine de labos hors SHS. Donc 1200 permanents SHS et 800 doctorants SHS. Ici, on a Sandra Charpeti qui dirige l'école doctorale SHS. Donc c'est une réalité importante, à peu près 10% des forces du périmètre. Et les SHS ont envie de profiter de cet environnement exceptionnel. Donc, voilà, le centre Alembert, c'est vraiment un haut lieu où l'on peut porter cette interaction, et la Maison des sciences de l'homme a envie vraiment de travailler avec les centres, chose qu'on réalise actuellement.
Donc bien sûr, je voudrais commencer par remercier l'Université Paris-Sud et la Faculté des Sciences pour leur soutien constant qu'elles accordent depuis des années au centre. Et puis donc remercier aussi ce nouveau soutien que nous recevons maintenant de la MSH sous des formes que nous sommes en train de discuter. Alors par rapport à cette MSH, évidemment nous ne sommes pas un centre de recherche, mais nous sommes un lieu de réflexion, et il y a effectivement cette dimension sur laquelle Stéphano a insisté, cette dimension d'interdisciplinarité. Mais une autre dimension que nous avons, qui est vraiment la spécificité du centre, c'est d'être tourné vers l'ensemble de notre communauté, c'est-à-dire de faire bénéficier notre communauté, en particulier sur le périmètre Paris-Saclay, de ces réflexions interdisciplinaires. Une dernière chose que je voudrais dire, c'est d'insister sur la manière très collective dont le colloque a été préparé. Et je tiens vraiment à remercier tous les membres du comité de pilotage. Donc Hélène Aubry, Philippe Brunet, Christine Eisenbeiss, Hélène Gisper, que nous allons entendre tout de suite, Alexia Jolivet, Jean-Louis Martinan, qui est aussi président du centre, et Bertrand Sergaud. Et ça a été vraiment un plaisir de défricher ensemble cette thématique. On a eu des échanges très riches. C'est une thématique, je crois, qui a été suggérée, je ne sais plus, par Hélène Aubry, et puis peut-être Christine, je ne sais plus qui, enfin, Hélène Aubry, Hélène, voilà. Et au début, ça nous a paru à la fois extrêmement pertinent et en même temps, on ne savait pas trop quoi en faire, quoi. Et c'était passionnant. Et j'espère que cette journée, en fait, y arrive à la fin de ce parcours de réflexion, mais ce sera l'ouverture, enfin, ne va pas clôturer ce parcours, que cette journée sera également passionnante pour tous. Et finalement, alors je crois qu'elle est en bas, Véronique, mais je voudrais remercier Véronique Luec. Alors tous les intervenants ici ont eu des contacts avec elle, je pense, donc qui est la secrétaire du centre et qui est vraiment, par son efficacité, son organisation, sa disponibilité, c'est un atout majeur pour le centre sans lequel il ne pourrait pas continuer son activité. Et donc, j'aurai l'occasion peut-être dans la journée qu'elle réentende ces remerciements. Et je passe tout de suite la parole à Hélène.